Madame May, nous vous accueillons. Votre intervention était attendue. Nous avons dû la décaler un petit peu, mais je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter. Merci en tout cas de nous rejoindre. Nous savons que le rapport très attendu également de l'HAS a été publié et nous avons sûrement des questions de nos participants, mais je vous laisse la parole rapidement puisque nous approchons de midi, donc je ne voudrais pas écourter votre temps d'intervention. Merci en tout cas de votre présence. Alors, merci à tous. Ce sujet est un sujet évidemment qui nous tient à cœur à la Haute Autorité de Santé, puisque ça fait partie, ce dispositif de déclaration des événements indésirables graves associés aux soins, évidemment, fait partie des éléments indispensables aujourd'hui pour améliorer la sécurité du patient et nous allons évidemment, je vais essayer de vous en convaincre. Donc, je me présente, je suis Laetitia May, je suis responsable du service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Et donc, ce service a en charge notamment le retour d'expérience sur les événements indésirables graves associés aux soins. Alors, juste voilà, j'aime bien rappeler des choses, il y a des portes ouvertes et puis je sais que vous avez déjà beaucoup discuté ce matin, mais je pense qu'il faut rappeler que tout le monde commet des erreurs et que c'est le prix de l'intelligence, j'allais dire humaine, de la performance humaine, du cerveau humain qui est capable de faire des choses incroyables, mais évidemment, et dans un milieu comme le soin, ou évidemment qui est un milieu très complexe, on fait des erreurs. Et les erreurs humaines sont inévitables. Ça, c'est la première chose à entendre et donc à comprendre. Et juste pour vous donner un exemple très concret, j'aime bien cette diapositive issue de l'ANSM qui montre à quel point il est facile que le cerveau, une fois que je vous ai montré la diapo d'avant, peut rapidement faire des confusions parce que quand on fait plusieurs tâches en même temps, évidemment, rien que là sur les exemples là que vous avez à l'écran, c'est extrêmement facile de se tromper, d'où l'importance de mettre en place et de récupérer les erreurs que l'on peut être amené à faire. Ça, c'était voilà, un peu en préambule. Rappeler pourquoi la Haute Autorité de Santé est dans ce dispositif. Je sais que vous avez présenté le dispositif, donc je vais passer rapidement, mais je vais plus évidemment cibler sur notre organisation. La mission de la HAS, et c'est important, c'est de réceptionner les déclarations anonymes transmises par les ARS. Donc, on pourra revenir sur ce qu'on met derrière anonyme si on en a besoin dans la discussion. Notre mission est d'exploiter les événements indésirables graves associés aux soins qu'on reçoit dans cette base de retour d'expérience et de réaliser au minimum un bilan annuel accompagné de préconisations pour améliorer la sécurité du patient. Donc ça, c'est notre mission. Et pour cela, on s'est organisé. On a, outre l'organisation interne, bien sûr, au service, un système d'information qui nous permet de faire l'interface avec le SI VSS national, on a mis en place un groupe de travail permanent constitué d'experts sélectionnés pour leur diversité de métiers, de compétences et de secteurs professionnels, ce qui nous permet d'avoir vraiment un panel sur l'ensemble des événements indésirables graves associés aux soins qui peuvent être déclarés, sachant, on le sait, et je vais insister aussi un peu, c'est un système national qui touche tous les secteurs et c'est important de le signaler pour la suite des chiffres que je vais vous montrer. Un petit zoom sur comment on est organisé en fait. Donc ces EISDGS qui nous arrivent par le SI-VSS en automatique, presque en automatique, puisque l'ARS, vous avez la charge en ARS d'appuyer sur un bouton ou plus que ça pour nous faire arriver le signal chez nous. Et donc après, nous, la réception est automatisée. Cependant, l'enregistrement dans la base de retour d'expérience aujourd'hui n'est pas automatisé puisque tous les événements qu'on reçoit sont en première phase lus pour vérifier que ça correspond à des critères
les critères que l'on connaît de déclaration, je ne vais pas y revenir, mais surtout qu'il n'y ait pas de risque lié à l'anonymisation. Donc, s'il y a des établissements, s'il y a des noms, s'il y a des choses qui ne sont pas anonymisées, nous sommes amenés à pouvoir refuser le signal et à le renvoyer vers l'ARS. Alors, ça nous pose un peu des problèmes parce que aujourd'hui, quand on renvoie vers les ARS, finalement, ça allonge évidemment le circuit d'information. Et en plus, on n'est pas certain de récupérer de nouveau ce signal. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous satisfait complètement. Cependant, après donc un expert va lire l'événement et encore une fois, on peut être amené à refuser l'événement ou à l'accepter dans notre base de retour d'expérience, où là, on va pouvoir commencer à travailler sur les événements acceptés dans notre base de retour d'expérience. Pourquoi une base de retour d'expérience des événements indésirables graves? C'est extrêmement important puisque, en fait, sans une base de retour d'expérience bien construite, avec des déclarations de qualité au sens une description brute, chronologique, avec une analyse des causes, une analyse des barrières, on peut rien faire de cette déclaration. Ça voudrait dire que l'objet même de la déclaration, qui est de tirer des enseignements de cette déclaration, en tout cas dans la mission de la Haute Autorité de Santé, n'a pas de sens si le signal initial n'est pas, n'est pas bien fait. Donc l'analyse des causes profondes, je ne vais pas revenir trop en détail, c'est pas l'objet, mais évidemment c'est là qu'on va mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements qui ont abouti à la conséquence de l'événement plus ou moins grave. Alors, en l'occurrence, dans le dispositif des événements indésirables graves, qui aboutissent à la mort ou à un déficit fonctionnel permanent. Et puis derrière, nous, ça nous permet évidemment d'intégrer ça, de faire des préconisations, de faire une veille sur les nouveaux risques, de faire potentiellement, de donner des billes pour des recommandations, du développement professionnel continu, et puis on en reparlera éventuellement, de pouvoir produire des nouveaux documents pour démystifier cette déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. Alors, cette année, le bilan annuel donc, des événements indésirables graves a fait peau neuve. On aime bien ce titre-là. Donc, on a toujours une année de retard, hein, puisque en 2021, on publie l'année 2020. Il nous faut évidemment, on vient de clôturer la réception des signaux 2021. Mais pour produire l'ensemble de ces documents, on met entre 6 et 9 mois. Et puis, bon, là, comme il y a eu une révision de l'ensemble de ces documents, on a mis un petit peu plus de temps. Donc, vous avez à disposition énormément d'informations, un format court, en fait, qui a été fait exprès pour essayer d'être le plus lisible et rapide possible pour passer les principaux éléments à retenir pour l'année 2020. Vous avez, si vous voulez vous y intéresser un peu plus, un retour d'expérience nationale qui, là, va beaucoup plus loin sur des situations, des regroupements d'événements indésirables graves, puisqu'à un moment donné, pour arriver à tirer des enseignements d'un événement, c'est pas simple, mais il faut arriver à les regrouper selon quelque chose, évidemment, qui a du sens. Et puis, vous avez quand même ce qu'on a mis à disposition, un cahier technique avec des tableaux statistiques, des tri à plat, parce que, évidemment, on n'est pas... on tire beaucoup de choses de ce retour d'expérience, mais en fait, beaucoup d'autres peuvent aussi en tirer des choses, et c'est pour ça qu'on met à disposition aujourd'hui des tableaux statistiques. Alors, je me permets tout de suite, extrêmement important, les précautions de lecture de tous ces éléments dont je viens de vous parler. Ce sont des données exclusivement issues de l'analyse des déclarations complètes reçues à l'HAS dans le cadre de ce dispositif. Donc, il faut faire attention à ce qu'on en dit. Il n'y a pas de valeur épidémiologique ou statistique généralisable à l'ensemble de la population ou à des soins pour caractériser des risques sur un secteur d'activité.
Il ne faut évidemment pas en tirer des conclusions trop hâtives. Par contre, ça va éclairer sur des circonstances des accidents déclarés et éventuellement orienter pour des recherches, des préconisations pour l'amélioration. Et ça, c'est tout le travail en lien que l'on fait notamment avec les structures régionales d'appui. Alors, les chiffres clés de ce 4e bilan annuel, puisqu'on en est au 4e bilan, c'est qu'au total, depuis le début du dispositif, on a reçu plus de 3000 déclarations d'événements indésirables graves et on clôture l'année 2021 avec plus de 4000 événements. Donc, on a de nouveau en 2021 plutôt retrouvé les chiffres de 2019. Alors, vous voyez que depuis la mise en place du dispositif, on avait l'impression qu'il y avait une montée en charge du dispositif. Et puis, évidemment, avec la crise sanitaire de 2020, ça s'est un petit peu arrêté, on peut le comprendre, surtout qu'il s'est passé pas mal de choses en 2020 qui pourraient l'expliquer. Et vous avez sûrement aussi des explications là-dessus. Donc, il faut continuer, il faut rester effectivement mobilisé parce que ça n'est pas du tout le reflet, en fait, et vous le savez, les derniers chiffres de l'enquête ENEIS sont parus. Le bilan, c'est qu'on est en sous-estimation des événements indésirables graves dans le cadre de ce dispositif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en tirer évidemment des enseignements. Donc, vous voyez l'évolution du nombre de signalements. On a une montée en charge avec une petite stagnation en 2020 qui va reprendre un petit peu en 2021. Ce qui est regardez, ce qui est important, c'est ce chiffre de taux d'événements déclarés par évidemment les déclarants comme évitables, qui est autour de 50 à 60% selon les années. Et puis regardez le deuxième tableau qui montre qui déclare, en fait quel secteur déclare. Donc pas qui déclare, puisque nous sommes bien incapables, vous l'avez compris, de revenir aux déclarants. Ce sont les établissements de santé en majeure partie, et donc ça peut s'expliquer par rapport à leur niveau de risque, bien sûr. Après, nous avons le médico-social, nous avons la ville et le domicile, qui est un secteur qui aujourd'hui ne déclare pas beaucoup. Alors, il y a plusieurs raisons à ça et on pourra aussi en rediscuter. Outre le fait que les risques sont peut-être moins élevés, il y a forcément une culture de la déclaration et même une connaissance de ce dispositif qui n'est aujourd'hui, à notre sens, pas en place. Qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques des événements indésirables graves de l'année 2020 ? Vous voyez qu'il n'y a pas autant d'hommes que de femmes, à peu près la même chose que les autres années, que 12% des événements concernent des actes diagnostiques, 80% c'est un acte thérapeutique. À noter important quand même que 58% se déroulent sur une période de vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est la nuit, le week-end, les jours fériés. On peut aussi identifier des périodes comme les changements d'équipe, sont des périodes un peu vulnérables. Ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans un autre dispositif de retour d'expérience qui est l'accréditation des médecins. 49% des événements concernent des situations où la prise du patient était urgente, ou inversement, 51% ne concernent pas des situations de patients de situations non urgentes. Et donc, ce que je vous ai déjà dit, c'est en majeure partie dans les établissements de santé que c'est déclaré. Alors, les risques identifiés ces dernières années, là, c'est plutôt cumulatif, mais évidemment, c'est important de voir tout au long de ces années pour arriver à, encore une fois, en tirer des enseignements. Beaucoup d'événements sont déclarés à propos des suicides de patients. Je sais que c'est une problématique aujourd'hui dans les régions de savoir si c'est à déclarer ou pas. Donc, on va nous essayer de publier cette année des choses sur cette thématique-là pour comprendre et donner des billes entre guillemets à tout le monde pour savoir s'il faut déclarer ou pas ces suicides de patients. Il y a des choses à faire, ça n'est pas nouveau. Toujours, ça quelque chose qui n'est pas neuf, c'est les erreurs médicamenteuses qui restent la deuxième source d'événements indésirables graves associés aux soins, en tout cas déclarés. Vous voyez, 362 erreurs médicamenteuses déclarées. Les chutes de patients, ça c'est quelque chose qui était déjà un peu relayé par certaines régions, que l'on connaissait bien aussi à l'international. Et bien là, on peut le dire que les chutes de patients, aujourd'hui,
dans les établissements de santé, dans le médico-social, aboutissent à des événements graves pour les patients. Et il y a des choses évitables et il y a des choses à mettre en place pour les éviter. Vous voyez qu'on a des thématiques un petit peu moins nombreuses, mais qui méritent de creuser et qu'on se pose dessus. La prise en charge des parturientes, les décès inexpliqués. Alors sur décès inexpliqués, il faut qu'on creuse ce qu'il y a derrière. On n'a pas suffisamment d'informations aujourd'hui pour creuser ce qu'il y a derrière, parce que là, je vous montre un nombre brut, mais en fait, il faut derrière, ça nécessite une énorme analyse de risques pour savoir ce qu'on peut faire dire après de ces risques qui sont mis, j'allais dire, au devant de la scène. On a une problématique un peu différente autour du management et des ressources. Alors ça, évidemment, c'est une autre façon de regrouper des événements indésirables graves. On a quelque chose d'important sur le défaut de diagnostic. Ça, c'est en fait très présent à l'international. C'est quelque chose, une thématique qu'il faut qu'on creuse pour savoir ce qu'il y a derrière et qu'on aimerait bien, sur lequel on aimerait bien avancer. Et puis quelque chose auprès de tout ce qui est gestes techniques, gestes traumatiques. Et ça, c'est assez connu, en tout cas dans le cadre du dispositif d'accréditation des médecins. Alors un petit focus, parce que je n'ai pas le temps de tout vous détailler. Évidemment, vous connaissez sûrement tout notre leitmotiv sur le fait que la sécurité du patient peut être améliorée par l'amélioration du travail en équipe, le fonctionnement de l'équipe. Et en fait, il se trouve que le travail en équipe, quand il dysfonctionne, est aussi en responsabilité, j'allais dire, de la survenue d'événements indésirables graves associés aux soins ou d'événements indésirables associés tout court. Et vous voyez qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, puisque au demeurant, on le sait, la communication, que ce soit entre les professionnels, entre les patients et vers les patients et les proches, la transmission et l'alerte qui fait partie de la communication, le dossier patient qui fait partie d'une sorte de communication à travers l'information écrite et tracée, eh ben, sont des facteurs majeurs sur lesquels on peut agir, on doit même arriver à améliorer les choses. Dans le format court, qu'on appelle les abrégés, avec un petit, évidemment, humour, enfin, jeu de mots sur le EIGS, hein, on a des idées reçues et on a trouvé ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce dispositif de déclaration des événements. Et en fait, il faut qu'on communique. On a bien conscience à la HAS qu'on mette à disposition des outils de communication plus simples. Et donc, on est parti sur quelques idées reçues, et notamment une qui vous intéresse, puisque dans le rapport détaillé, on produit aussi des chiffres par région. Voilà. Les régions qui déclarent le plus d'événements indésirables graves sont les régions où les soins pour les patients sont les moins sûrs. C'est évidemment une fausse idée reçue. Ce sont les régions qui ont développé une politique régionale incitative de déclaration, et c'est montré que dans la littérature, les établissements qui présentent le plus grand risque pour le patient ne sont pas ceux qui ont le plus gros taux de complications et d'erreurs, mais ceux qui traitent ceux qui finalement ne traitent pas bien les complications et donc ne sont même pas au courant qu'elles arrivent. Donc voilà, c'est important. Vous avez des éléments clés aussi pour communiquer. Alors, c'était important de rappeler ce que le dispositif de déclaration était et n'était pas. Le dispositif, c'est un dispositif de gestion des risques avant tout, avec des événements qui sont déclarés par toute personne ayant constaté l'événement, avec des déclarations, je le répète, anonymisées. Cette analyse passe par une analyse chronologique, complète, précise, factuelle et non interprétative de la déclaration. C'est extrêmement important. Et on cherche à poser le diagnostic de l'événement, pas celui du patient, c'est pas ce qui nous intéresse. L'objectif est de décrire la chaîne de survenue de l'événement pour voir s'il est ou était possible d'intervenir à chaque niveau pour améliorer la sécurité du patient. Et ce que n'est pas le dispositif, ça n'est pas une base de données médicales exhaustive du patient, ça n'est pas un moyen de recueillir des données médicales personnelles des patients, c'est un moyen de recueillir les traitements des patients et de discuter de leur pertinence, oui, mais il ne prévoit pas aujourd'hui certaines choses comme le recueil du témoignage du patient, et il n'est pas spécifique à une pathologie puisqu'il s'intéresse à l'ensemble des événements liés aux soins.
Donc il est contre-productif de porter un jugement sur ces déclarations et l'important est de s'interroger factuellement. Alors, on en est là, hein, c'est déclarer ou ne pas déclarer, telle est la question, et je pense que votre journée est là aussi pour en parler. Et évidemment, c'est en travaillant sur la culture de sécurité, de la culture du blâme et de la culture de sécurité non fautive qu'il faut travailler, puisqu'on sait que sur la culture du blâme arrive à ce qu'on ait moins de sécurité, alors que la culture de sécurité avec la culture non fautive, cette déclaration bienveillante dans le cadre d'un dispositif tel qu'il est mis en place aujourd'hui, apporte de la sécurité, puisqu'on va apporter de la confiance, on va comprendre ce qui se passe pour améliorer les choses. Donc à nos yeux, il faut qu'on fasse comprendre l'enjeu pédagogique de ce dispositif, il faut qu'on rappelle aux professionnels et aux organisations que leur adhésion à cette démarche est importante, faire en sorte que les erreurs soient signalées et discutées plutôt que cachées ou ignorées. Pour ça, il faut qu'on apprenne tous ensemble collectivement à mieux communiquer, à mettre à disposition des outils, à former, à évaluer. Le rôle, évidemment, est important aujourd'hui de ces journées régionales et de ces temps forts en région, et notamment des rôles des ARS et des structures régionales d'appui. Et bien sûr, de la certification des établissements de santé, qui met aujourd'hui un accent sur la déclaration des événements indésirables graves, dans la prise en compte de la certification des établissements de santé, d'en savoir si le système marche, qu'est-ce que l'établissement de santé a fait de ces événements, et de la culture de sécurité, puisqu'on demande aujourd'hui aux établissements de santé de s'investir là-dessus. Donc des productions pour faire évoluer les choses, il y en a plein, quelques-unes assez récentes. Un guide évidemment en lien fait avec les structures régionales d'appui et la FORAP, importante pour analyser les événements indésirables associés aux soins. Je pense que vous l'avez compris au travers de mon discours, que le fait d'avoir une analyse de bonne qualité est indispensable si on veut en faire quelque chose. Des nouveaux outils pour sensibiliser à la gestion des risques, mais surtout à dédramatiser le fait qu'on a peur de déclarer parce qu'on a peur d'être pointé du doigt, et en fait on est parti du principe que de montrer que ça arrive à d'autres avec des événements très factuels, très courte production, assez impactantes, et a priori ça marche assez bien. Aujourd'hui on est à notre 6e flash sécurité et patient qui a été publié en 2021, et je sais que les structures régionales, les OMEDIT relaient beaucoup ces flashs, donc merci 1000 fois. Et puis on a des rapports après sur des risques spécifiques, et donc là j'ai parlé des chutes, il y a plein de pistes d'amélioration aujourd'hui qui sont citées pour les chutes, et à venir on espère publier en 2022 un rapport spécifique sur les tentatives de suicide et un flash sécurité patient sur les suicides. Voilà, sur une présentation très courte, et pour laisser le temps à la discussion. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Laetitia. Alors, peut-être une question justement en lien avec la publication du bilan 2020. Les données, vous indiquez dans vos rapports qu'il y a 2 risques qui émergent, notamment en lien avec la checklist sécurité du patient au bloc opératoire, et un risque qui nous interpelle à l'heure de l'évolution de ces systèmes-là, en lien avec les systèmes d'information. Et vous avez fait des croisements, je crois, avec les sujets de travail en équipe. Est-ce qu'il serait possible de nous en dire un petit peu plus ? Alors, sur les systèmes d'information, donc je vous ai parlé de l'accréditation des médecins. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, c'est un dispositif qui est un dispositif de gestion des risques qui s'adresse à les spécialités, on va dire, qui tournent autour du plateau technique, donc les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, pour ne citer que eux, et qui déclarent dans ce cadre de ces dispositifs depuis des années des événements indésirables graves, des événements indésirables associés aux soins, pas graves. Il peut y en avoir des graves, mais c'est surtout des événements indésirables associés aux soins. Et en fait, dans cette base de retour d'expérience, ça fait déjà 2 ans qu'on voit émerger quelque chose autour des systèmes d'information. Et donc, on a commencé à travailler sur cette thématique-là, puisqu'on a pas mal d'événements qui ont été déclarés. Et alors, c'est extrêmement compliqué
d'aller sur ce sujet-là parce qu'en fait, ça impacte tellement d'autres dispositifs qu'on ne peut pas juste dire, au regard de la déclaration qu'on a, que le système d'information est responsable, évidemment, de l'événement et de la conséquence. Et donc, on ne voudrait pas, évidemment, tirer des conclusions hâtives. Donc, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Malheureusement, c'était avant la crise sanitaire et les personnes qui, depuis finalement mars 2020, ont commencé à travailler sur ça, on n'a pas pu reprendre le sujet. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête. Et il y a beaucoup en fait de littérature sur le sujet. Et il y a tellement d'implications. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus et j'espère qu'on va pouvoir reprendre ce sujet-là. Mais je ne suis pas persuadée que ça sera fait en 2022. Sur le deuxième sujet qui est la checklist, donc la checklist c'est un sujet prioritaire pour nous pour différentes raisons puisque la checklist a été et pour le coup un outil prouvé que quand on met une checklist au bloc opératoire, hein, c'est une checklist au bloc opératoire, à condition qu'elle soit utilisée dans de bonnes conditions, c'est un outil qui permet d'arrêter des événements indésirables graves. Aujourd'hui, force est de constater que dans le cadre que ce soit du dispositif d'accréditation, mais aussi malheureusement dans le cadre du dispositif des événements indésirables graves, on a des déclarations d'erreurs de côté, d'erreurs de patients, d'erreurs d'intervention. Et pour le coup, si la checklist avait été correctement réalisée, probablement ne serait pas arrivée. Alors pourquoi est-ce que la checklist n'a pas été bien réalisée? C'est ce sur quoi on est en train de travailler. Donc on a rappelé d'abord avec un premier flash qu'on a fait, un premier flash sécurité, un article qu'on a fait, un premier flash sécurité patient qu'on a fait sur le sujet, la gravité de ce qui pouvait arriver pour faire prendre conscience que la checklist finalement défaillante, c'était pas l'outil lui-même qui était défaillant, mais le fait qu'il était utilisé à mauvais escient. Et donc peut-être juste pour se donner de bonne conscience, on coche, c'est pas l'objet. Et du coup, on est en train, en lien avec une commission de la HAS qui a des compétences humaines, sociologiques, pour essayer de comprendre pourquoi cette checklist, qui est pourtant implantée dans tous les blocs opératoires, en fait, est plutôt prise du côté comme une contrainte administrative, alors que c'est un vrai outil de sécurité du patient. Donc on voit bien qu'il faut qu'on change le regard sur cette checklist. Et là, on a tout un plan d'action en train d'être mené sur cette checklist pour faire changer le regard auprès des professionnels de cette checklist pour ceux qui ne l'utiliseraient pas correctement. Je ne sais pas si ça répond à la question que tu as posée. Si, merci Laetitia. C'est le sujet de la checklist, c'est un vrai sujet qu'on porte en région Pays de la Loire. J'en profite puisque tu as abordé le guide Haute Autorité de Santé FORAP sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, pour dire à tous nos connectés qu'à l'IREL, on a fait un envoi massif de ce guide-là auprès de, je crois qu'on a fait un petit peu plus de 650 envois au cours de l'été. Donc on espère que vous l'avez tous sur vos bureaux et en mobilisation. Merci Laetitia pour cette intervention et cette présentation du bilan national des données EIGS. On mesure les progrès à poursuivre.